c'est surtout de parler de développement de cabinet et de finalement la façon dont le système d'information, qui aujourd'hui est essentiellement exploité en cloud, et donc on va expliquer un peu ce que ça veut dire, donc comment le système d'information participe du développement du cabinet et de l'organisation du cabinet. Donc c'est ça l'objectif de cet atelier, c'est de faire le lien entre les outils et finalement la mission et l'organisation interne du cabinet, la façon dont on organise le cabinet pour l'amener là où on le souhaite. Donc, je vais présenter cet atelier avec Henri Boucher, directeur associé de Xelia, qui est partenaire de la CE et qui, la société, développe le produit Diapaz, dont je te laisserai peut-être faire une présentation. Alors également en introduction, il y a, je pense peut-être parmi vous, des gens qui, en voyant le mot cloud en tant qu'avocat, se sont peut-être interrogés sur les enjeux du cloud pour eux, mais aussi peut-être les risques. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la sécurité de vos données, la propriété de vos données? Est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières par rapport à ces sujets-là? Donc je pense que c'est intéressant aussi de ne pas hésiter à échanger sur ce sujet. On n'est pas nombreux, donc voilà, autant être dans l'échange pour parler de ces thèmes-là. Alors, sur les enjeux de la profession. Alors voilà, donc nous sommes, vous le savez, une profession qui aujourd'hui connaît de profonds changements. Ça ne nous est pas réservé, clairement dans la société il y a des changements importants. Ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution, c'est un peu d'appel à la crème, mais néanmoins c'est la réalité, la révolution numérique qui serait à l'image de la révolution industrielle, un grand changement, un grand mouvement de société, a profondément modifié notre rapport aux clients. Et finalement, ce que je dis souvent, c'est que ce que nous avons appris, ce qu'on nous a presque vendu quand on est devenu avocat, ne correspond plus tellement à la réalité aujourd'hui, à la façon dont nous avons une relation avec nos clients. Et que ce soit à Paris ou en région, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une concurrence qui est de plus en plus forte, qui n'est plus... la relation avec le client n'est plus du tout locale, elle est beaucoup plus étendue. On a entre avocats une concurrence qui s'est développée, on a des professions réglementées qui, aujourd'hui, un peu désœuvrées sur leur propre terrain, sont venus s'intéresser au marché du droit, donc les experts comptables par exemple, et on a également l'émergence de ces legal startups qui, très clairement, en France en particulier, plus qu'ailleurs, évoluent de façon exponentielle. On en crée quasiment toutes les semaines de nouvelles. Donc le marché du droit est un marché aujourd'hui qui est particulièrement attirant. Alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que si ce marché est attirant, ça veut dire qu'il y a un grand enjeu de chiffre d'affaires sur le marché du droit. C'est une mauvaise nouvelle parce que nous, avocats, on ne s'est pas préparé à cette concurrence-là. On est resté sur nos anciens modèles traditionnels où finalement on faisait nos études de droit, on prêtait serment, on posait notre plaque et la réputation faisait le travail et nous apportait la clientèle. Et aujourd'hui on est un petit peu malmené. On ne sait plus d'ailleurs très bien finalement comment on se positionne sur le marché du droit et la profession de façon générale n'est plus véritablement considérée comme la référence sur les problématiques de droit. En réalité, nous le savons, nous ici à la CE plus qu'ailleurs, ça a été le cas à partir du moment où il y a eu la fusion entre les conseils juridiques et les avocats. Déjà, la profession d'avocat qui était plutôt positionnée sur le contentieux n'a pas su forcément intégrer correctement les conseils juridiques et prendre cette place de leader qu'elle aurait dû avoir sur le marché du droit. Donc aujourd'hui, on le ressent dans notre quotidien, dans notre développement. Et donc naturellement aussi, cette révolution numérique avec toutes ces applications, avec tous ces services en ligne, ces business models spécifiques, a créé une clientèle qui est de plus en plus exigeante et qui ne comprend pas non plus la façon dont nous travaillons, puisqu'elle est habituée à faire les choses à toute heure, à tout moment de la journée, en ligne, simplement, donc face à des avocats qui ne sont joignables que dans certaines tranches horaires, qui ne sont joignables que par téléphone, donc j'exagère un peu, je caricature, mais on a quand même aujourd'hui des confrères qui fonctionnent comme ça,
qui n'a pas une capacité à être joint de façon facile, permanente, partout, qui n'a pas une notion du service rendu, de la qualité ancrée dans ses gènes, parce qu'on a un autre rapport à nos clients. De façon générale, la clientèle aujourd'hui va être plus exigeante et va nous demander davantage. Donc ça aussi, on doit l'intégrer. Et évidemment, bon, je vous l'ai dit, les nouveaux acteurs avec les Legal Startups qui profondément modifient le marché et nous bousculent. On s'adapte pour certains, mais la plupart du temps, c'est carrément sur des pans entiers de notre chiffre d'affaires qu'ils viennent se positionner. À titre d'exemple, les sociétés comme Legal Start, qui clairement aujourd'hui a incorporé je ne sais combien de sociétés commerciales. Alors c'est vrai que c'était un secteur qui nous avait déjà été, sur lesquels les experts comptables étaient déjà venus se positionner, mais aujourd'hui les Legal Startups se positionnent. Et puis évidemment, conscient de cela et conscient du changement dans la société et du changement de nos méthodes, nous avons politiquement la loi Macron qui vient un peu tardivement, mais qui vient quand même nous donner quelques éléments pour essayer de changer notre façon d'exercer, qui vient finalement adapter au niveau réglementaire la profession à la réalité de notre quotidien, tant sur les structures nécessaires. Évidemment, nous à la CE, on est plutôt contents de ce que la loi Macron a fait. On pense même que ça n'a pas été assez loin, donc on pourra en reparler si vous voulez. C'est un sujet sur lequel on s'est positionné. C'est pas forcément clair de comprendre la loi et le décret Macron, puisque finalement ils sont... Voilà. Donc là-dessus aussi, s'il y a des questions, je pourrais vous répondre, parce que je pense que l'objectif de l'atelier, c'est pas le décret Macron, mais naturellement, comme on est sur le développement, on pourra l'évoquer. Alors justement, un petit peu tous ces éléments évoqués sur le contexte un petit peu de la protection, bah, ça peut évoquer forcément, face à cette menace, une obligation de réaction, d'évolution. Et il y a justement un petit peu cette question de comment l'avocat doit-il évoluer, l'avocat doit-il devenir un entrepreneur. Est-ce que justement il n'y a pas un petit peu cette mutation, parce que dans tous les termes qui ont été employés justement dans la relation avec les clients, le développement de l'activité, on pourrait même parler du management des collaborateurs, il y a probablement aussi des éléments nouveaux à prendre en compte chez l'avocat pour changer un petit peu de mode de fonctionnement, pour être mieux armé face à cette nouvelle menace et mettre en œuvre justement un certain nombre d'outils pour devenir efficace dans des notions qu'il n'abordait pas avant. Je pense par exemple justement dans le développement de l'activité à des outils de prospection. L'acte même de prospecter n'est pas forcément naturel, je pense, dans vos métiers. Et donc ça interroge forcément sur quels outils je dois mettre en place pour mesurer cette prospection, quelles sont les nouvelles façons d'adresser les clients, comment définir précisément sa cible. Voilà, c'est des notions. Aujourd'hui, il y a bien évidemment des notions d'expertise métier très ciblées. Certains avocats sont des avocats de niche sur des domaines extrêmement pointus, mais c'est vrai que on pourrait dire que jusqu'à présent, l'avocat avait défini son métier plus par rapport à ses compétences que par rapport à une cible. Et donc peut-être que ça a l'air de se ressembler, mais en fait c'est quand même pas tout à fait la même chose. Peut-être que c'est très bien d'être ultra compétent sur une niche, encore faut-il avoir des clients à cet endroit-là, ou peut-être que les clients n'y sont plus, qu'ils y étaient à une époque mais qui n'y sont plus maintenant. Et donc faut changer un petit peu de mentalité par rapport à ça, être plus ouvert à la façon de cibler sa clientèle et de savoir le mesurer. Voilà. Moi je pense que tout changement... c'est très bien le changement c'était maintenant soi-disant, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même, c'est bien de changer à condition de pouvoir mesurer si les changements qu'on met en œuvre vont avoir des résultats. Et la façon de changer, de mesurer, c'est justement, vous avez compris que je prêchais pour ma paroisse, mais c'est d'avoir un bon système d'information qui permet de piloter les actions qu'on met en œuvre, de regarder le retour sur investissement par rapport aux actions qu'on met. L'avocat, en fait, aujourd'hui, doit transformer sa façon de travailler et effectivement davantage ressembler à une entreprise. Donc, intégrer dans ses méthodes de travail, et tout nous le démontre, donc, que ce soit la concurrence extérieure, que ce soit la façon dont on fonctionne en interne de notre profession avec une forte concurrence entre nous,
tout nous démontre qu'on doit intégrer dans nos cabinets des méthodologies d'entreprise. Ça, c'est pas simple. D'abord parce que nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on a privilégié la notion d'expertise. On s'est positionné comme des experts d'un certain domaine du droit. Donc on s'est un peu positionné avec, déjà au niveau de notre modèle économique, sur un angle produit. Qu'est-ce que je vends? Quel est mon produit? Donc, je suis spécialiste en droit social, je suis spécialiste pour en droit social côté entreprise, par exemple. Donc voilà, tel est mon produit, et c'est comme ça qu'on se présente devant les clients. La problématique, au fond, et ça on s'en est rendu compte maintenant depuis quelques années, c'est que comme une entreprise, les clients n'achètent pas ce que nous faisons, mais achètent ce que nous sommes. Et on se rend compte que nous sommes très mauvais dans ces notions de marketing-là, pour nous marketer nous-mêmes. Finalement, c'est quoi notre identité? C'est quoi exactement qui va faire ma différence? C'est-à-dire qu'entre deux avocats en droit social spécialisés sur les entrepreneurs, pourquoi est-ce qu'on va choisir moi et pas mon voisin? Donc c'est ça en fait qui est intéressant. Et pour pouvoir véritablement organiser une stratégie d'entreprise et savoir quelle est ma différence et qu'est-ce qui fait que mon client va m'acheter plutôt moi que l'autre, eh bien il faut intégrer un certain nombre de données, les collationner et pouvoir avoir une information précise. Quels sont mes clients? Quels sont les types de clients qui aujourd'hui sont les miens? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à moi? Très peu de cabinets aujourd'hui ont intégré ce genre d'informations. D'où me vient le client? Et intégrer, ce que je veux dire, c'est que même si vous le savez au moment où le client rentre, vous ne le rentrez pas dans une base qui vous permet à terme de savoir quels sont vos apporteurs préférentiels. Peut-être que oui, qui ici travaille avec un système type CRM? C'est éloquent. Voilà, on a une demi-réponse. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que nous travaillons comment? Enfin, moi, je n'insulte personne puisque je me mets dans le même sac. Je veux dire, on essaie d'évoluer tous les jours et on se rend compte que la façon dont on travaille, c'est la façon dont moi je l'ai appris auprès de mes anciens patrons, etc. etc. Donc on reproduit notre façon de travailler. Comment on travaille? Mais finalement, on s'installe, on a un dossier qui rentre par quelqu'un qui nous l'envoie parce qu'il nous connaît, qui nous fait confiance. On le traite bien. Et puis notre réputation fait son travail, ce client nous envoie un autre client, qui nous envoie un autre client, etc. etc. Et finalement, notre compétence et notre niveau d'expertise s'organise avec le temps par rapport à ce qu'on a, au dossier qu'on reçoit. C'est exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire. Voilà. Et ce qui a été notre force pendant des années d'être des super experts, d'être de bons juristes, etc., et qui faisait que les gens, par notre réputation, venaient chez nous, aujourd'hui devient un handicap. C'est ce qui me fait dire d'ailleurs de nombreuses fois que finalement, la profession réglementée qu'on m'a vendue, moi, comme étant mon fonds de commerce jusqu'à la fin de ma carrière, aujourd'hui, ça devient presque un handicap pour pouvoir véritablement développer. Parce que je ne suis pas une entreprise, je n'ai pas grandi comme étant une entreprise, comme étant chef d'entreprise. En tout cas, je n'ai rien appris des méthodes des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, ça devient presque un handicap de ne pas avoir ces informations-là pour faire grandir mon entreprise de façon cohérente. Donc, je dois désapprendre tout ça, dire finalement non, c'est pas comme ça qu'on doit travailler, on doit changer nos méthodes, et dire finalement qu'est-ce qui fait ma différence, qu'est-ce qui fait que le client vient m'acheter. Alors ça c'est souvent compliqué, mais les clients ils viennent pourquoi? Les clients ils viennent pas parce que vous êtes bon. D'abord parce que dans la plupart des cas ils sont bien incapables de le dire. Vous-même quand vous allez chez un médecin, vous ne savez pas vraiment s'il est bon. On vous y allez parce qu'on vous a dit d'y aller. S'il vous soigne, il est bon. Sinon, il n'est pas bon. Et c'est exactement la même chose chez un avocat. On y va parce qu'on nous a dit d'y aller. D'ailleurs, qui parmi vous a déjà pris un avocat pour lui-même? Ça s'est passé comment? Par réputation. Par réputation. Et est-ce que vous avez été content de la façon dont votre dossier a été traité? La première fois non, la deuxième fois non. La réputation seulement, ça marche pas. La réputation seulement, ça marche pas. Et l'expérience client, c'est pas forcément le fort de la profession. On ne se demande pas vraiment comment le client va être traité quand il vient chez nous. Donc ça, c'est une démonstration. Et moi aussi, j'ai eu affaire à des confrères à titre personnel. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop à qui
à qui on doit faire confiance. On lui confie son dossier, même quand on est soi-même confrère, on se demande vraiment, c'est affreux. On pose le dossier sur la table, on ressort, on a des nouvelles que quand ça leur convient, dans des conditions qui ne sont pas forcément acceptables. Donc ce qu'on peut vivre quand on est client d'un avocat est juste affreux. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on doit faire évoluer. Et en ça, tous les outils qui aujourd'hui sont disponibles, notamment dans le cloud, nous permettent de profondément changer la relation client, dont le président du Conseil national des barreaux parlait ce matin, comme étant un des moteurs de changement de la profession, la relation client, et l'expérience que le client va vivre au sein de notre cabinet. Donc, pour moi, en termes de méthode, la première étape, c'est déjà de définir pourquoi les clients viennent chez moi. Pourquoi est-ce que je suis la bonne personne pour tel client? Donc déjà, quelle est ma cible de clientèle phare? Je vais vous donner un exemple concret. Vous êtes un cabinet big. Vous savez très bien qu'une des raisons pour lesquelles les clients viennent chez vous, c'est parce que vous êtes une signature. Ils ne viennent pas parce que vous avez des avocats plus compétents. Ils savent très bien que dans des petits cabinets de niche, il y a des avocats aussi compétents. Ils viennent parce que ça leur permet d'avoir une assurance. Ils viennent chercher l'assurance. On ne va pas, nous, en tant que petit cabinet, dire on vend l'assurance, ce serait ridicule. Sauf si on est un cabinet boutique qui s'est positionné sur un secteur de niche et qui va dire, sur ce domaine-là, qui est le micro-domaine de la micro-spécialité, je suis une référence absolue et donc je suis la signature. Voilà. Donc il faut aller chercher sa stratégie en fonction de sa clientèle. Dire finalement qu'est-ce qui fait la différence. Alors, ça peut être la signature, ça peut être parce que vous êtes sur une micro-niche où vous allez être incontournable, ça peut être parce que vous avez une façon de traiter les dossiers, une méthodologie interne qui est particulièrement adaptée à votre type de clientèle. Par exemple, vous faites du droit social et vous avez mis en place une organisation de traitement de dossier côté salarié, par exemple, on va dire ça, droit social côté salarié, et vous avez mis en place une organisation de dossier qui est extrêmement rassurante pour vos clients et qui fait que le client peut en permanence se poser des questions sans que ce soit chronophage dans votre cabinet. Vous pouvez, par exemple, comme nous, avoir fait le choix, comme en 64, avoir fait le choix d'être positionné sur un écosystème. Nous, on est sur l'écosystème des startups. On maîtrise parfaitement cet écosystème, on maîtrise leur code, on maîtrise leur langage, on maîtrise leur méthode. On les a intégrés dans le cabinet, on a les mêmes locaux, la même façon de communiquer, les mêmes règles. Donc on se parle la même langue. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Nous aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui viennent par Internet uniquement parce qu'ils constatent que notre cabinet connaît leurs problématiques. Autrefois, quand vous étiez un jeune entrepreneur et que vous vouliez créer votre entreprise, vous appeliez vos parents ou vos oncles étant entrepreneurs et vous disiez voilà, j'ai besoin de créer ma société, est-ce que tu connais un avocat? Ça va se passer, ou éventuellement un expert comptable dans les années plus récentes. Nous, aujourd'hui, on a des clients qui vont sur Internet, qui tapent start-up, qui voient que nous, les avocats qui connaissons les start-up, ils en ont un certain nombre de preuves, par les vidéos qu'on a faites, par notre réputation sur Internet, et ils viennent directement chez nous. Ça, c'est quand même nouveau. Ça, c'est des choses qu'on peut aller chercher et qui sont assez nouvelles. Donc voilà un peu, sur la méthode, c'est pourquoi les clients viennent chez moi, qu'est-ce que je fais. Et ensuite, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon cabinet pour que cette bonne raison devienne un avantage concurrentiel, une différence particulière. Alors justement, vous aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous êtes des avocats connectés? Non. Alors, qui d'entre vous a un site internet? C'est déjà mieux qu'il y a quelques années. Donc il y a déjà cette première... Qui aujourd'hui a pris conscience de la présence sur les réseaux sociaux, par exemple? Le cabinet est présent sur les réseaux sociaux. C'est déjà pas mal. Qui aujourd'hui fait des newsletters? Un petit peu plus. Qui aujourd'hui a interconnecté un petit peu son cabinet avec des plateformes de mise en relation, avec des systèmes un petit peu comme ça. Alors, au fur et à mesure, il en reste un. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avocat, voilà, dans cette vision un petit peu de transformation, il y a des nouveaux outils. On le voit bien tous, finalement, on a une consommation qui a changé la majorité
nos recherches qu'on peut faire sont parfois sur le canapé du salon le soir en rentrant avec son téléphone. On est dans une démarche où on va pas forcément appeler justement son père pour avoir le nom d'un avocat, on va le chercher. On va être dans une consommation numérique comme on le ferait pour une voiture de location ou autre chose. Donc on a besoin finalement, l'avocat avait cette façon d'être toujours un peu présent, voire même parfois peut-être un peu toujours disponible. Je pense qu'un des codes justement du monde de l'entreprise, c'est aussi d'être numériquement toujours présent. C'est-à-dire que même si vous-même, vous n'êtes pas forcément toujours présent, parce que vous ne pouvez pas avoir une organisation qui le permet, il semble important que vous puissiez donner l'impression de toujours être présent, alors que ce soit en amont dans des notions justement de site internet, donc avoir un bon référencement. Est-ce qu'aujourd'hui, la notion d'AdWords, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Pas trop? Vous l'utilisez? Alors on voit, donc AdWords, qu'est-ce que c'est? C'est un système de Google. Donc j'imagine que quand vous faites une recherche internet, vous avez tous unanimement l'habitude d'aller sur Google. Peut-être certains qui utilisent Bing, peut-être. Mais disons que quand on va sur Google, le réflexe naturel, c'est de taper des mots-clés. Donc on va taper des mots-clés par rapport à quelque chose que l'on cherche. Google AdWords, c'est une forme de publicité où finalement, quand un internaute tape un certain mot-clé, nous, en fait, on achète le fait qu'on veuille apparaître en haut de la liste au moment où l'internaute tape ce mot-clé. Donc ça, c'est le comportement d'AdWords. Donc c'est peut-être pas naturel. Il y a quelques temps, finalement, il n'était pas autorisé pour un cabinet d'avocats de faire sa promotion, de faire la publicité. Donc c'est nouveau, c'est des usages nouveaux, mais il faut rentrer dans ces codes-là. En particulier, comme l'a décrit Clarisse, quand on a fait un choix de niche, et quand tu évoquais, quelqu'un qui crée son entreprise, elle va avoir le réflexe de se dire, tiens, je suis une start-up dans le monde digital, ça me paraît évident que si j'ai pas un avocat qui est un peu du monde du digital, je vais pas y croire. Donc il faut que j'ai justement ces mots-clés qui soient percutants, il faut que mon site internet puisse être à l'image de ce que je veux renvoyer, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir donner cette impression d'être toujours dans la réactivité. Il peut y avoir aujourd'hui, je ne sais pas si sur les sites internet que vous avez, par exemple, vous avez mis en place des formulaires contacts. Oui. Et ces formulaires contacts, j'imagine, puisque vous avez répondu non à la première question tout à l'heure, n'arrivent pas automatiquement dans un CRM, puisque a priori, vous n'avez pas de CRM. Donc, or, aujourd'hui, ce qui crée la réactivité, parce que votre formulaire contact, aujourd'hui, ce qu'il doit probablement faire, c'est arriver par email chez quelqu'un dans votre organisation, soit vous-même, parce que vous l'avez décidé, soit quelqu'un... Mais vous n'avez pas vraiment de pilotage de ce formulaire contact, ni même de délai de réaction. Or, la première image que vous allez pouvoir donner, finalement, à votre prospect, c'est justement cette capacité de réaction avant même qu'il soit votre client. Nous, notre vision en termes de système d'information, c'est effectivement, ce qu'on constate souvent dans votre profession, c'est que pour ceux qui ont un système d'information de gestion, finalement, le client n'arrive que parce que vous ouvrez un dossier. Il arrive dans le système d'information que par le dossier. Finalement, on constate dans l'ensemble des logiciels du marché qu'il y a, en fait, on ouvre d'abord un dossier. On n'ouvre pas une fiche client, on ouvre d'abord un dossier. Alors nous, on a une vision un peu différente, justement, qui est de dire, mais le client, il faudrait l'ouvrir dès le départ. Il faudrait l'avoir dès l'étape prospect. Et ça ne devrait pas être choquant qu'un collaborateur puisse saisir du temps, puisque vous faites tout ça, probablement, saisir des temps, ou faire saisir des temps à vos collaborateurs. Mais ça serait quand même bien de pouvoir piloter le temps qui est passé sur les prospects. Pouvoir saisir des temps sur des prospects, c'est quand même une notion qui pourrait être tout à fait intéressante, de piloter le temps qui est passé dans l'organisation sur l'acte de prospecter. Et puis ensuite, une fois que le client est devenu client, alors tu évoquais tout à l'heure l'idée d'avoir certains systèmes standardistes qui soient ouverts que de telle heure à telle heure. Mais finalement, si on peut créer cette présence par une vision numérique en mettant à disposition de nos clients des extranets, des espaces clients, où la personne peut à tout instant, le soir, voire même très tard, voire même très tôt, pouvoir se connecter sur son espace et retrouver un espace d'échange avec vous, c'est-à-dire pouvoir reconsulter un dernier document que vous avez mis à sa disposition. Donc pas dans une boîte mail parce que c'est toujours très lourd, les documents à transiter, mais vous puissiez accéder à des documents, voire même lui transmettre des documents, avoir une sorte de data room électronique qui lui permette
d'échanger et que vous soyez notifié immédiatement dès qu'il vient déposer un document. Voilà, ça, c'est des façons nouvelles de travailler. C'est pas forcément que, voilà, combien de fois un de vos clients vous a pas appelé en vous disant « j'aimerais bien avoir la dernière version du document sur lequel on a travaillé ». Donc il faut la renvoyer, on est complètement sur un autre dossier, ça nous interrompt dans ce qu'on fait, autant qu'ils viennent la chercher à nous. Ça me paraît quand même plus efficace dans votre gestion. Et je pense que dans ce cas-là, on est beaucoup plus pertinent parce qu'on sait qu'on va avoir fait un effort par rapport à quelqu'un qui lui-même a fait l'effort de vous répondre. Et s'il vous répond, c'est qu'il a envie de vous faire progresser. Donc il faut lui accorder du temps. Et généralement, dans cette occasion de retour avec lui, eh ben, on lève de nouveaux business. En gros. Parce que souvent, quand on rééchange derrière, appréciant d'avoir été entendu, eh ben, il va parler de vous plus facilement. Et voire même, il va dire « Ah bah tiens, ça tombe bien que vous m'appeliez, parce que j'ai un nouveau dossier, et justement, vu ce qu'on s'est dit, je trouverais intéressant que ce soit vous qui le preniez. » Je pense que c'est ces nouveaux codes, ces nouveaux outils du cloud, justement, parce que tout ça, c'est pas... je parle pas d'envoyer des formulaires papier, je parle d'avoir des systèmes qui créent votre présence numérique. Je pense que c'est ça qui peut complètement changer votre relation avec vos clients. Oui, en fait, la clé est de comprendre les différentes étapes et les différents niveaux d'organisation d'un cabinet. Et de se dire, bon, maintenant que je sais finalement pourquoi les clients viennent me voir et qu'est-ce qui va faire ma différence, mon avantage concurrentiel, comment je vais construire tout mon cabinet, toutes les briques de mon cabinet, que ce soit de la prospection client, nouveau client, avec tout ce que ça peut inclure, si je décide de mettre de la sollicitation personnalisée, si je décide de créer une nouvelle branche d'activité, peu importe. Donc toutes les briques du cabinet, de la prospection jusqu'au management des équipes, finalement, quels sont les outils qui, dans cette organisation-là, vont profondément changer la structure et l'organisation de mon activité. Et finalement, me permettre de développer mon cabinet, parce que c'est ça l'objectif. Donc comment je pars d'un point A à un point B, en étant mieux évidemment au point B qu'au point A, et en ayant utilisé tous les outils technologiques qui existent aujourd'hui pour améliorer. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de picorer, de dire bah tiens je vais mettre un extranet, c'est amusant, ou de dire bah, maintenant je vais envoyer des mails, tout des courriers, bon ça c'est un peu dépassé, d'abord c'est plus drôle. Je vais tout à coup créer un espace de stockage spécifique, je vais envoyer une newsletter, c'est pas de picorer, c'est de dire finalement comment dans mon organisation de cabinet, je vais pouvoir intégrer des outils qui vont profondément faire la différence. Et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, nous, c'est comme ça, dans mon cabinet, qu'on construit. C'est-à-dire qu'on regarde toutes les étapes du management. D'abord, en commençant par les équipes, parce que c'est bien beau de rentrer du dossier, mais si on n'a personne pour le traiter, c'est pas forcément ça, on est tous d'accord. Donc d'abord sur l'organisation des équipes. Et ça commence par ça. Ça commence déjà par l'organisation interne. La téléphonie. Comment je fais en sorte que ce soit simple. Comment je mets en place des outils qui vont permettre à mes collaborateurs de travailler à distance, de ne pas être bloqué au cabinet s'il y a tel ou tel problème, d'avoir accès aux dossiers de n'importe où, d'avoir un accès en ligne à votre outil de gestion, de pouvoir facturer en tout temps et en tout moment. Bref, d'avoir véritablement... Comme juste avant de rentrer dans cette salle, je crois que c'est ce que tu fais. Voilà, exactement. Comme juste avant de rentrer dans cette salle, parce que, comme vous le savez tous, on est le 29, j'ai pas facturé, les associés vont me tuer. Donc, j'étais obligée de prendre un quart d'heure, 20 minutes pour faire mes factures avant de rentrer dans cette salle. Voilà, je pense qu'on me comprend aussi. Mais c'est ça, c'est comment est-ce que j'ai des outils qui vont permettre à mon cabinet, déjà dans son organisation, de soutenir ma croissance. Déjà, sur le management. Ensuite, l'étage dessus, comment ces mêmes outils vont permettre de créer mon identité de mon cabinet, soit par un site internet, un extranet, etc., et ensuite de prospecter de la clientèle véritablement. Donc nous, c'est ce qu'on a voulu intégrer dans notre structure chez nous en cas. Donc déjà, l'organisation même du management et des collaborateurs et des associés, et ensuite la présence numérique. Et la présence numérique, extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans l'écosystème dans lequel on est, dans le monde dans lequel on vit, qui est beaucoup plus rapide, qui va beaucoup plus vite, là aussi, tout ce que nous avons appris ne fonctionne plus. C'est-à-dire le fait de uniquement aller dans des endroits, serrer des mains et avoir de nouveaux clients, clairement,
ça ne fonctionne plus comme autrefois. C'est-à-dire qu'il faut non seulement faire de la présence physique, mais en plus, il faut que quand quelqu'un vous a rencontré et qu'éventuellement il a eu envie de travailler avec vous, il soit en mesure, quand il va faire une recherche sur votre nom ou sur vos compétences, de retrouver votre avatar numérique qui continue le travail pour vous. C'est-à-dire un site internet qui parle pour vous, c'est-à-dire des éventuelles vidéos qui parlent pour vous, c'est-à-dire des articles techniques qui parlent pour vous. Donc c'est tout un ensemble de choses qu'il faut intégrer et qui profondément ne sont pas naturelles, qui ne sont pas intuitives pour les avocats que nous sommes. En plus, comme on est souvent débordés, c'est plutôt ça, surtout ici à la CE, les avocats qui travaillent beaucoup, donc clairement, intégrer ce genre de nouveaux usages dans le cabinet est encore plus compliqué. Donc c'est toujours intéressant de travailler un peu en entonnoir et de se dire quel est le plus urgent aujourd'hui dans mon organisation. Est-ce que ça va être la relation client? Je veux profondément changer ça. La façon dont mon client va entrer dans le cabinet, va vivre dans le cabinet, son dossier, et va sortir du cabinet. Ça aussi, ça fait partie des éléments clés. Est-ce que c'est ça la priorité? Et dans ces cas-là, utiliser des outils qui vont changer ça. Je vous donne des exemples concrets. Nous avons au cabinet, alors on peut échanger si vous-même avez des exemples. Moi je vous parle de ce que je connais bien, c'est-à-dire ce que je fais dans mon cabinet. Nous au cabinet, nous avons toute une culture autour de la start-up. La start-up, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise en croissance, en forte croissance. C'est des gens qui veulent aller chercher de l'hypercroissance le plus vite possible. Cette mentalité-là fait que tous leurs partenaires doivent participer de cette hypercroissance. Nous, évidemment, on s'est associés à ça. Et donc, nos clients qui viennent chez nous, on se dit qu'il faut qu'ils aient l'impression que leur dossier juridique, par exemple leur levée de fonds, c'est pas seulement tiens, je te file mon acte sur la table et puis tu me rédiges tout et je signe à la fin, c'est participer de leur croissance personnelle. C'est-à-dire comment ils vont apprendre quelque chose en tant qu'entrepreneur qui va changer leur vie d'entrepreneur. Et comment moi, avocat, je vais m'associer à ça. Du coup, on a tout fabriqué autour de ça. Nos locaux, évidemment zéro papier, intégration des outils du cloud pour qu'il y ait zéro papier. Vous voyez, c'est des outils après. L'outil, c'est jamais le moteur. Le moteur, c'est ce qu'on veut faire. Et l'outil vient s'intégrer dans notre objectif. Donc, évidemment, zéro papier, on ne pourrait pas recevoir des clients comme on le fait au milieu de nos locaux si on avait des dossiers partout. En termes de confidentialité, vous entendez que ce n'est pas jouable. Donc, un cabinet zéro papier. À partir de ce moment-là, les clients peuvent venir chez nous et peuvent s'asseoir une demi-journée avec un collaborateur et travailler directement sur leur dossier. Open space complet, état d'esprit 100% startup et volonté de faire participer le client activement à son dossier. Totalement dans l'esprit de notre clientèle et de notre cible. Et ensuite, donc le client, avant, il sait qu'il est dans un cabinet qui connaît bien les startups. Après, pendant, il participe avec nous, il co-crée son dossier, ce qui le rend complètement actif et ce qui nous permet à nous de maîtriser son ressenti par rapport au dossier. Et après, toutes les problématiques d'armoire électronique pour retrouver facilement les documents, ne pas être obligé de lui renvoyer toutes les 5 minutes le document qu'il ne retrouve plus. Il va se servir tout seul dans son armoire électronique et donc il trouve une parfaite satisfaction. Exemple sur une levée de fonds, on a d'autres exemples. Et voilà, donc le parcours client, on l'a intégré et on s'est dit finalement, comment est-ce que le cloud, les outils du cloud de façon générale, vont s'intégrer dans cet objectif-là et vont nous permettre de remplir notre objectif, c'est-à-dire de leur permettre de changer totalement le parcours client. Ça peut être évidemment l'étage du dessus, la prospection. Là, on est en plein dedans, parce qu'on a commencé d'abord par l'organisation managériale et la relation client. Après, on est monté un cran dessus sur la prospection. Et là, on est en train d'intégrer toutes nos bases dans le système pour pouvoir apprendre à faire. Alors ça, c'est tout nouveau. Pas forcément des newsletters, mais des informations. Les newsletters, ça va paraître un petit peu long, mais de l'information ciblée, des choses comme ça. Donc ça, c'est après sur la prospection. Mais au départ, si vous voulez, c'est quelle est ma priorité? Quelle est ma priorité à organiser mon cabinet? Et comment le cloud et les outils du cloud vont profondément changer
ma façon de travailler, et deux, le ressenti que mon client va avoir quand il travaille avec nous. Parce qu'il va bien voir qu'on n'est pas dans un cabinet qui fonctionne de façon inappropriée par rapport à ses usages. Vous imaginez qu'à l'écosystème startup, on était un petit peu obligé aussi d'avoir des outils innovants. Alors justement, sur le cloud aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'être déjà consommateur de cloud au quotidien? Certainement à l'étude de plein de oui. Qu'est-ce que vous faites tous les jours, j'imagine, et qui est dans le cloud? Vous avez dans vos téléphones? Les mails. Finalement, ça, vous le faites déjà naturellement, sans même trop y penser, parce que si le mail restait que chez vous... Je crois qu'elle est ça. Oui, mais à un moment donné, il va bien vers l'extérieur finalement. Hein, donc, on est d'accord que certes, il peut y avoir encore des serveurs de messagerie en interne. Peut-être que c'est le cas chez vous, mais c'est quand même de moins en moins le cas. Mais c'est vrai que assez naturellement, on a pris l'habitude maintenant d'accéder de n'importe où à sa messagerie et surtout d'échanger avec n'importe qui au travers de sa messagerie. Bon, je dirais que c'est le premier étage de cette direction vers le cloud. Aujourd'hui, qui dans votre organisation ici là, peut accéder à son système d'information depuis l'extérieur du cabinet? D'accord. Est-ce que c'est dans des systèmes connexion bureau à distance, ce genre de choses? Oui. Voilà. DTS, donc vous lancez des VPN et puis vous allez finalement chez vous, on va dire. Hein, vous télétransportez jusqu'à votre cabinet, vous accédez à vos données. Aujourd'hui, c'est vrai que vous constatez dans les usages, ça c'est finalement, c'est pas vraiment du cloud, parce qu'on est dépendant de son organisation, c'est-à-dire qu'on a recréé presque un mini cloud chez soi, finalement, en faisant ça. Est-ce que pour tout le monde, c'est clair ce que ça veut dire cloud? Qu'est-ce que ça veut dire, pardon? Cloud. Non. Bah, l'idée, si vous... On va commencer dans votre langage, de toute façon, quelque part. Hein, l'accès pour nous est forcément un petit peu plus délicat, parce que vous avez votre langage. Nous? Oui. Ouais. Bah, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des termes... Vous interrompez toutes 3 secondes non plus. Chiche. Et alors, vous êtes venu effectivement dans cette salle intéressé probablement quand même par ce mot cloud, puisqu'il ne vous parlait pas. C'est ce que vous voulez dire, comprendre, avancer, oui, et essayer d'être plus intelligent partant. Eh bien, alors, je vais faire quelques minutes là-dessus, simplement pour dire, finalement, si on regarde l'histoire de l'informatique et des télécoms, très rapide. Finalement, l'informatique, au départ, c'est une machine à calculer. Ça commence par de la puissance de calcul. Le terme en anglais, c'est computer. C'est l'idée, c'est calculer. Voilà, donc, les premiers ordinateurs sont des immenses machines qui sont au moins de la taille de cette salle. Ça, c'est le démarrage. Puis, au fur et à mesure, eh ben, on arrive à une notion qui est que, finalement, il y a la notion de PC, Personal Computer. C'est-à-dire l'idée que chacun peut avoir son ordinateur. Et donc, on a quitté tout ce monde où, finalement, on parlait souvent de client-serveur ou ce genre de choses, finalement, où avant, dans le monde de l'informatique, il y avait cette idée qu'il fallait se connecter à un système, à une puissance de calcul extérieure, et l'outil qu'on utilisait, on appelait ça un terminal, ben c'est petit, il n'y a pas beaucoup d'intelligence dans cet outil, on vient consommer une puissance extérieure. Puis là, on vient de vivre tout un tas d'années, les années Bill Gates, etc., où tout le monde avait son ordinateur, et finalement, on s'est mis à travailler de manière très personnelle, on s'est mis à reparler un petit peu, et puis là, on commence à rechanger complètement, à se redire qu'avoir des puissances de calcul en interne, c'est coûteux, c'est fastidieux, ça demande de la maintenance, ça tombe tout le temps, c'est pas mon métier finalement. Donc je vais, avec ce genre d'outils, avec la mobilité, avec toutes ces choses-là, on va pas commencer à mettre la puissance d'un ordinateur là-dedans. Or finalement, regardez dans vos usages du quotidien, vous faites beaucoup de choses avec ça aujourd'hui. Vous commandez des Uber, vous réservez des choses, vous faites plein de choses déjà avec ce genre d'outils. Donc il faut délocaliser la puissance de calcul, et le cloud est là pour ça. Et donc les années à venir, ça va être ça, puissance 1000, donc cloud ça veut dire nuage, donc, et le nuage finalement, c'est en informatique, ça a toujours symbolisé Internet et le monde qui vit autour, d'où le terme cloud. Si on peut le présenter autrement, si vous voulez... C'est le serveur de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est aussi ça, mais la version que nous on connaît effectivement, à l'exprimer, c'est de ne plus avoir un serveur chez soi, parce qu'on a besoin finalement d'avoir accès à beaucoup de données et qu'un serveur chez soi, ça prend quand même pas mal de place, et d'emprunter, de louer un espace chez quelqu'un d'autre où on va stocker les données. L'avantage, bien entendu, c'est qu'on n'a pas toute la maintenance du système d'information qui est géré par un autre. C'est exactement comme si au lieu d'être propriétaire
de votre voiture, vous la louez, vous n'avez quasiment pas à vous en occuper, même pas la laver, rien du tout. Vous avez juste à la prendre, mettre de l'essence, la rendre toute propre, toute neuve, c'est exactement la même chose. Et l'avantage aussi, numéro 2, qui est extrêmement important, c'est que toutes vos données, elles ne sont pas conservées sur une seule machine, comme vous pouviez avoir quand vous aviez vos ordinateurs à la maison ou un serveur. Vous avez ce qu'on appelle de la redondance. Et ça, c'est vraiment la grande nouveauté d'Internet. Ça date, c'est quasiment l'origine d'Internet. C'est le fait de se dire que finalement les données aujourd'hui ne peuvent plus être perdues. Ce n'est plus possible. Internet est né, cette idée-là, qui est une idée au départ très militaire, et qui est l'idée de dire on ne peut plus perdre d'informations, ce n'est plus possible. Donc la centralisation de l'information est en soi un risque. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Et donc on crée des serveurs à plusieurs endroits différents, et on les fait communiquer entre eux, on crée de la redondance pour qu'une donnée soit copiée sur plusieurs endroits. Et ça c'est quasiment l'origine même d'Internet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on peut stocker des millions d'informations, il n'y aura plus jamais rien qui disparaîtra, tout ce qui est sur Internet restera sur Internet, le passé n'aura plus aucune chance de disparaître. Parce que c'est redondant et c'est enregistré sur vous. Et donc on a recréé ça sur des... Alors Internet c'est quoi? C'est un réseau mondial, et bien après vous avez des réseaux plus petits, et des réseaux encore plus petits, et des réseaux encore plus petits, jusqu'à l'infiniment plus petit qui est votre cabinet, qui est une forme de réseau, et dans lequel vous avez plusieurs personnes qui communiquent entre elles, en interne ou en externe, et vous avez besoin d'avoir ces informations qui ne disparaissent pas. Donc, le cloud, c'est quoi? C'est toute la data, toute la donnée de votre entreprise, d'avocat, enregistrée à des endroits de façon sûre, sécurisée, avec un accès sûr et sécurisé, et qui vous permettent, toutes ces données, de piloter votre entreprise. Donc, au départ, ces données, elles sont brutes. Je sais que j'ai envoyé 8000 mails à telle personne, etc. Et ensuite, le système d'information va permettre de retravailler ces données et de vous ressortir des tableaux qui vous permettent, enfin, des tableaux c'est une façon de parler, hein, mais des tableaux de bord qui vous permettent de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise. En gros, combien d'heures vous passez sur tel ou tel dossier parce que vous avez rentré des données par rapport aux heures. Qui a appelé? Combien de coups de fil vous recevez par jour, quels sont les nouveaux dossiers, etc., etc. Mais toutes ces données, étant enregistrées sur des serveurs délocalisés, ne peuvent jamais être perdues. Est-ce qu'on a répondu du coup à cette définition de ce qu'est le cloud? Ça clarifie bien. Ça clarifie bien. Et vous, monsieur, dans votre réaction, il y avait un petit peu le fait, oui, mais c'est du coup pas mon serveur. J'ai entendu cette phrase, c'est ça? Ça fait partie des choses qui... Stocker de données, voilà. Et c'est un problème aujourd'hui? De sécurité auquel on peut penser en termes d'intrusion dans les systèmes, non pas que nos cabinets sont mieux protégés que les data centers professionnels. Hein. C'est ça. Parce qu'il y a toujours, par rapport à cette inquiétude-là, il y a finalement quelque chose auquel vous tenez beaucoup, que vous avez déjà mis à l'extérieur depuis longtemps, c'est l'argent. L'argent, depuis longtemps, je pense que vous n'avez pas décidé de garder tout l'argent du cabinet dans un coffre cabinet. Et si, c'est bien, pardon. Rappelez-moi. Tout dans l'équipe. Mais il y a aussi la consommation de l'électricité. Vous n'avez pas fait le choix finalement, et pourtant c'est très important parce que sans électricité, aujourd'hui on ne sait plus travailler, et vous n'avez pas non plus décidé d'avoir une éolienne sur le toit du cabinet. Donc consommer des choses très importantes qui sont à l'extérieur. En fait, vous avez cette habitude. Là, ce qui commence à devenir un peu plus critique pour vous, je le comprends tout à fait, c'est qu'il s'agit de vos données, et j'irai même probablement un cran plus loin, des données de vos clients. Et je pense que c'est ça qui crée une inquiétude, une crispation par rapport à ces éléments. Donc par rapport à ce grand Internet mondial, et l'idée de mettre ces données aux États-Unis sans s'en rendre compte, sans même en être conscient, et qu'avec le Patriot Act, finalement, les Américains pourraient décider à tout instant aller consulter vos données sans même vous... Bon, ça, c'est un risque. Il y a d'autres clouds, des clouds privés, je pense que tu vas en parler tout à l'heure par rapport aussi à ce qui est fait au niveau du CNB. Nous, notre approche chez Diapas, c'est effectivement d'avoir un cloud privé, au sens où c'est une notion très limitée, sur une profession bien définie, et même pour vous dire, nous, on a été sensibilisés dans notre relation avec le DSI du barreau de Paris, par exemple, qui nous a alerté au début, quand on s'était lancé dans ce secteur d'activité, à nous donner, par exemple, la procédure de qu'est-ce qui se passe si jamais un huissier voulait accéder à des données.
Bon, bah, aujourd'hui, chez nous, on a une procédure, on sait qui on doit contacter, quel avocat, pour que justement ça soit bien respecté. Bon, bah, ça, c'est pas le cloud de n'importe où, d'ailleurs, on ne sait pas. Non, on peut aussi traiter ces inquiétudes et cette sécurité par ça. Pour rebondir sur ce qu'a dit également Clarisse, l'idée c'est de se dire que les données ne sont pas plus en sécurité chez vous qu'ailleurs. Parce que moi, combien de fois il m'est arrivé de voir des cabinets d'avocats qui sont persuadés d'avoir un bon système en interne, avec des sauvegardes. Et on sait que Isabelle, tous les matins, elle change la cartouche, elle va mettre elle enlève celle du lundi, elle met celle du mardi, et c'est sûr, c'est sauvegardé. Puis moi, machinalement, je bouge la souris du serveur qui est là, donc l'écran s'allume. Puis là, on voit écrit un message d'erreur qui dit « Le système de sauvegarde est arrêté depuis le... » Voilà. Mais Isabelle, elle a changé les cassettes tous les jours, hein. Et ça depuis 6 mois. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'on n'est pas... Les données ne sont pas plus en sécurité parce qu'elles sont à l'intérieur. Au contraire. Voilà, il y a des risques d'incendie, il y a tous ces risques-là. C'est un problème d'usage, ça. C'est un problème d'usage. Ça, c'est clair qu'on ne peut pas... Ah oui, c'est sûr. Mais tu connais la maison comme ça. Merci. Non, je dis, on parle beaucoup de la confidentialité de données quand on voit le nombre de confrères, quand les adresses Gmail, Orange... Ça, on peut en parler. Bon, moi, pour ceux qui l'ignorent, j'ai présidé pendant 3 ans la commission nouvelles technologies du Conseil national des barreaux. J'ai travaillé sur les systèmes d'information de toute la profession d'avocat pendant 3 ans, en tant qu'élu au Conseil national des barreaux. Et on peut en parler de cette problématique. Mais en réalité, la problématique Gmail, elle est plus liée au fait que les données soient aux États-Unis qu'à la sécurité en elle-même des données. Parce que les données ne sont pas plus en risque chez Google ou chez Microsoft ou chez OVH ici en France, hein, pour être clair. Il n'y a pas plus de risque. Le seul problème, c'est que c'est aux États-Unis, et on sait qu'aux États-Unis, il y a des procédures de discovery, des procédures d'ouverture d'informations sur les données des entreprises qui ne sont pas fondées sur les mêmes règles les mêmes lois que nous en France. C'est surtout ça le souci avec ces serveurs américains. Sinon, dans l'absolu, en termes de sécurité, on sent bien de toute façon que l'usage nous pousse vers ces données délocalisées et elles nous y poussent pas de façon inappropriée, elles nous y poussent parce que c'est la bonne solution. La vraie sécurité des données, elle est en dehors de chez nous. Ça, c'est évident. De toute façon, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on n'est plus en mesure, et c'est pour ça que ne serait-ce qu'au Conseil national des barreaux, qu'on a complètement changé le modèle économique, si je puis dire, de l'organisation des systèmes d'information de la profession, on se rend bien compte que ce n'est plus matériellement possible d'avoir des données en stockage important, internalisées, dans des conditions de sécurité optimales. C'est pas possible. Avec le niveau de sécurité qu'on doit apporter aux données de nos clients aujourd'hui, on serait en faute déontologique de ne pas les délocaliser sur des serveurs sécurisés. Alors après, effectivement, il y a serveur et serveur. Pourquoi est-ce qu'on parle de France et d'Europe? Pour les raisons que j'exprimais, pour des raisons réglementaires, ce ne sont pas des raisons techniques. Il y a des lois aux États-Unis que nous n'avons pas ici en Europe. Donc, on dit, effectivement, règle numéro 1, les données sont en France. C'est pour ça qu'on a créé le cloud privé de la profession. Le cloud privé de la profession, l'objectif, il était double. Le premier, c'était de professionnaliser l'usage des technologies pour les confrères. C'est-à-dire, finalement, le jeune avocat qui va sortir de l'école, il ne va plus se créer sa boîte Gmail. Vous avez tous eu des jeunes avocats dans ce cabinet, collaborateurs libéraux, donc qui ont leur cercle personnel et qui ont leur prénom, nom, .avocat@gmail.com. C'est classique, le confrère dont vous parlez. Déjà, on se dit, il faut professionnaliser ça. C'est plus possible que les gens achètent Gmail, c'est gratuit, Gmail c'est pratique, ou même chez Microsoft, hein, parce que finalement, l'un ne vaut pas l'autre. Le problème, c'est que Gmail, c'est top. Moi, je me dis, Gmail, c'est top. Le jour où j'ai quitté Gmail, ça a été une épreuve pour moi. Gmail, c'est extraordinaire. Ne serait-ce que sur la recherche sémantique, il n'y a rien qui vaut Gmail. Et encore, et certainement pas Microsoft. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. À un moment donné, ça va avec notre métier, on est bien obligé de quitter Gmail. Donc, on a quitté Gmail. C'est bien de dire aux avocats, vous quittez Gmail, vous quittez Yahoo, vous quittez machin bidule, mais si on n'offre pas une alternative, ça n'a pas de sens. Donc j'ai commencé par bâtir avec le Conseil national du barreau le cloud privé de la profession en disant voilà, on va offrir
un système d'information qui va permettre au minimum aux avocats d'avoir mail, agenda, contact, drive, donc les documents, ce qu'on appelle drive, c'est-à-dire les documents, un peu comme la possibilité d'avoir une armoire électronique, de ranger ces documents quelque part, dans un système sécurisé. C'est ça le code privé de la profession, ni plus ni moins. Un système qui permet de ranger, d'avoir ses mails, sa boîte mail, d'avoir son agenda en ligne, d'avoir ses documents en ligne et d'avoir ses contacts qu'on peut synchroniser avec son téléphone en ligne. Le tout sur un serveur sécurisé où on a des garanties, un certain nombre de garanties. Alors les garanties, c'est quoi? La première garantie, c'est le lieu de stockage, les lieux de stockage. Tous en France, tous dans des conditions de sécurité spécifiques, avec un archivage qu'on dit chiffré, c'est-à-dire des cryptages algorithmiques qui font que c'est très difficile d'aller casser tout ça et d'aller prendre connaissance de ce qu'il y a dans les mails. Bien entendu, on a négocié aussi avec l'entreprise qui s'est occupée du code privé de la profession, qui est l'équipe des SFR Business Team, mais avec le logiciel qui opère, c'est Open Exchange, donc ce sont deux systèmes qui marchent ensemble. Et donc avec eux, on a organisé un système qui fait qu'effectivement, en cas de perquisition, il ne pouvait pas y avoir d'ouverture de nos bases comme ça au juge. Donc les clés de chiffrage ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que même le prestataire n'a pas accès aux clés de déchiffrage. Il n'y a que l'avocat qui peut déchiffrer. Ensuite, on a mis des systèmes de chiffrage qui sont à plusieurs niveaux. Un document, vous avez un document, vous pouvez l'ouvrir. Si vous l'envoyez à quelqu'un, il peut l'ouvrir. On peut mettre un système qui permet d'avoir un mot de passe. On partage avec le client. Déjà, on peut ouvrir le document que s'il y a double mot de passe. Ensuite, on l'a prévu aussi pour les mails. Ça, c'est surtout pour les gens qui font du pénal, ou des affaires fiscales un peu compliquées, ou de l'intelligence économique, ou des gens qui ont des vrais sujets avec des problématiques de secret professionnel extrêmement fortes. La possibilité d'envoyer un mail chiffré, ça n'existe pas aujourd'hui. Aucun serveur mail traditionnel ne le fait. Le cloud privé des avocats le fait gratuitement. C'est-à-dire que vous avez une information extrêmement confidentielle à envoyer à votre client, vous pouvez l'envoyer dans un mail, le client reçoit le mail lui indique ce mail est chiffré, merci d'activer le code de déchiffrement, il reçoit un SMS, exactement comme un achat en banque, sur son mobile, avec un code qui lui permet de déchiffrer le mail. Donc il y a un vrai système de sécurité entre les deux. Et la même chose pour les documents. Et ça, seul l'avocat est en capacité de déchiffrer. C'est-à-dire que vous comprenez que les systèmes de sécurité sur le cloud, ils sont à plusieurs niveaux. Il y a une sécurité de base, un chiffrement de données, et ensuite il y a des sursécurités, où vous pouvez rajouter des niveaux de sécurité selon la sensibilité de l'information que vous stockez. Et au niveau de sécurité maximum, il n'y a que vous qui avez la clé pour déchiffrer. Si vous avez quelque chose, après, ça peut aussi poser des difficultés. Donc ça, c'est un grand sujet aussi qu'on traite avec nos clients, qui sont que fait-on des données numériques après la mort. Grand sujet actuel, qui est dans la loi numérique que voulait faire passer Axel Leclerc et sur lequel on travaille, parce que ça devient finalement aujourd'hui beaucoup plus ennuyeux que le problème même du stockage de données, qui n'est plus un sujet. Stocker les données, c'est devenu extrêmement simple. Donc voilà un peu comment fonctionnent les clouds privés des avocats. Est-ce que parmi vous, certains l'utilisent? Pas encore? Oui, un peu. Ces problématiques, sauf si j'ai pas trouvé ce qui est possible, mais ces problématiques de sécurité expliquent peut-être le fait qu'on ne puisse pas importer les mails dans un champ de messagerie facile. Je n'ai trouvé qu'un accès web qu'on peut importer sur oui, bien sûr. Ah oui. C'est exactement comme simplement la seule chose que vous ne pouvez pas faire depuis votre client de messagerie, c'est ce système de chiffrement. Si vous avez besoin du chiffrement, parce que c'est un petit cadenas que vous allez chercher, et ça, il n'est peut-être pas accessible sur le client. Non, ça, oui. Voilà. Mais sinon, non, bien sûr, ça fonctionne sur Outlook, ça fonctionne sur Mail, ça fonctionne sur tous les clients de messagerie classiques. Donc, ça ne pose strictement aucun problème. Mais ça, si vous voulez, c'était un petit peu la volonté pour la profession d'avocat de proposer le minimum.
C'est la suite minimum. Minimum, c'est d'avoir un mail, un agenda, des listes de clients, etc. À partir de ce moment-là, il y a évidemment, pour certains cabinets plus structurés, besoin d'avoir d'autres choses beaucoup plus, je dirais, spécifiques, que vous vous appropriez au développement, et qui vont au-delà d'une simple adresse mail, d'un agenda, de la serveur de développement, etc. Merci, c'est une bonne transition. Juste une question. Sur la partie archivage, c'est juste de l'archivage auquel nous on peut accéder, mais il n'y a rien pour avoir une sorte de plateforme ouverte vers le client. Sur le cloud de la profession, si, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez partager les dossiers. Il y a quand même ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cloud privé a un système de protection. Je ne veux pas trop rentrer à la technique parce que c'est un peu normatif. Mais il y a un système de protection qui fait que les communications entre avocats sont sous VPN. Pour les systèmes de sécurité, c'est spécifique. Il y a plusieurs systèmes de sécurité qui sont très différents de l'autre. Quelle est la différence? J'ai expliqué ça au moment du Conseil national des barreaux. Quelle est la différence entre un VPN et un système de cryptage classique? Déjà, c'est intéressant de savoir. Si vous comparez avec une autoroute, par exemple, si vous êtes en système de cryptage classique, ça veut dire que vous roulez au milieu des voitures, mais votre voiture, elle est brouillée. Vous voyez, elle est brouillée, on voit les autres, mais elle est brouillée. Ça, c'est le système de cryptage, le niveau de cryptage minimum. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur Internet, vous êtes au milieu des autres, mais c'est brouillé, on ne peut pas débrouiller. En gros, je fais une version très simple de l'explication. Un VPN, c'est quoi? C'est comme si, finalement, on vous réservait une voie sur l'autoroute. C'est brouillé. Plus vous êtes dans une voie spéciale. C'est un peu l'idée, une sorte de voie secrète, une voie invisible aux autres. C'est ça que propose le cloud privé. C'est-à-dire que vous pouvez communiquer entre avocats dans ce système de sécurité sursécurisé. Et ensuite, clairement, quand vous allez sortir de ce système de sécurité, vous allez parler à d'autres avocats par l'extérieur, vous allez pouvoir du coup rajouter de la sécurité pour permettre de rajouter une petite sécurité complémentaire si vous pensez que le simple brouillage est encore trop dangereux par rapport à la sensibilité de l'information que vous voulez transmettre. Ça répondait à votre question. Donc, dans cette continuité, comme l'a évoqué effectivement Clarisse, donc un petit focus, vous avez les plaquettes qui sont sur vos sièges, mais effectivement, en tant qu'opérateur du cloud depuis pratiquement 12 ans maintenant, Diapaz a pris la parole aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu dans votre transformation en tant qu'avocat, qui a besoin de mettre en œuvre un système d'information de notre point de vue dans le cloud pour bénéficier de tous ces nouveaux usages dont j'ai pu parler aujourd'hui, peut-être de manière un petit peu trop technique à certains moments, mais c'était cet esprit de dire, voilà, nous, notre vision, c'est de dire que pour faire fonctionner aujourd'hui un cabinet d'avocats, il y a besoin d'un système d'information efficace qui va créer de la productivité au sein de votre cabinet. Ça repose sur 5 points. Un logiciel de gestion pour vous permettre de gérer l'activité du cabinet, et vous l'aurez compris, aussi bien en amont, avec une démarche CRM qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui dans vos cabinets, gérer sa relation avec ses clients, avec ses prospects, mais également un petit peu en aval aussi de la simple production de gestion de temps, facturation. C'est également cette notion de pouvoir piloter sa relation client au travers d'outils, d'extranet, de data room électronique, de bibliothèque électronique, de pouvoir échanger avec ses clients. C'est cette vision-là que l'on a. Mais on complète cela également avec d'autres éléments. Alors on a évidemment parlé de la messagerie. Ce qui est intéressant quand on a ces mails et qu'on a un logiciel de gestion, c'est que j'ai beau naturellement envoyer mon mail de mon iPhone ou d'Outlook, mais s'il pouvait être déjà automatiquement tracé dans mon dossier, ça me ferait quand même gagner un temps considérable dans le pilotage. Nous, c'est notre vision. De la même manière, aujourd'hui, vous appelez et vous recevez des appels de vos clients probablement toute la journée. Cette idée de tracer les échanges que l'on a avec des personnes extérieures à l'organisation, de pouvoir se dire à tout instant, quand je consulte le dossier, je peux voir que l'appel que j'ai reçu hier a duré 3h37 et il est déjà archivé dans le dossier, et quand éventuellement, en un simple clic droit, je peux convertir ce temps en temps facturable. Bon ben voilà, ça c'est la vision un petit peu qu'on peut avoir de ce système d'information unifié, c'est que l'ensemble des échanges que l'on va avoir avec les clients va se retrouver
structuré dans son outil pour créer de la valeur et nous permettre d'agir plus efficacement. On arrive à mesurer qu'une fois qu'on a mis en œuvre un bon système d'information, on arrive à diviser le temps de recouvrement par 2 parce qu'on a un système bien processé, toutes ces informations sont à sa disposition et la relance sur les impayés, toutes ces choses-là sont beaucoup plus efficaces. Ça, aujourd'hui, c'est notre vision. On termine ce système d'information par finalement, comme vous l'avez compris, tout ça est à l'extérieur, et ben, il faut donc, nous on assume le cloud jusqu'au bout en disant, pour pouvoir bien accéder à l'extérieur, encore faut-il maîtriser le parc informatique. Donc dans notre offre, on vient jusqu'à la gestion du parc informatique, on gère la redondance des liens Internet dans nos cabinets pour faire en sorte que justement il n'y ait pas qu'un seul lien Internet, mais il y en ait 2 avec des logiques de redondance pour que vous ayez finalement toujours accès au cloud et que vous ne se retrouviez pas démunis parce qu'il n'y aurait plus de connexion Internet. Voilà. Ça, c'est la vision aujourd'hui de Diapaz, ancrée dans les nouveaux usages qui sont amenés par le cloud, et c'est ça qu'on voulait aujourd'hui partager avec vous. Oui, alors qu'est-ce qu'un système d'information? C'est important quand même de comprendre. Pourquoi est-ce qu'on parle de système d'information? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, bon, c'est très bien, on a parlé du cloud, on l'a défini, mais on se rend compte que l'information, c'est, on appelle ça l'ordre du numérique, mais c'est vraiment ce qui fera la différence demain entre une entreprise performante et une entreprise qui ne le sera pas. C'est la façon dont l'information, donc la donnée, est entrée dans l'entreprise et est traitée par l'entreprise et est utilisée par l'entreprise pour garantir de la croissance. Alors évidemment, 99% des entreprises commencent aujourd'hui à intégrer ça de façon plus ou moins. Vous avez l'entreprise qui vous parle de leur logiciel de gestion, de stock ou je sais pas quoi. Bon, voilà, c'est de la donnée, c'est une forme de gestion de données. Nous, dans les cabinets d'avocats, c'est pas naturel. On n'a pas naturellement cette compréhension de l'importance de l'information à l'intérieur des cabinets. La seule chose qu'on va utiliser, c'est le temps passé. On va avoir souvent des logiciels qui vont gérer le temps passé, qui est une donnée, et qui va nous permettre derrière de facturer. L'idée, c'est de se dire que finalement, un système d'information, c'est pas que ça. C'est un client un contact qui clique sur notre site web et qui laisse ses coordonnées. Qu'est-ce qu'on va faire de cette information? Est-ce qu'on va l'utiliser déjà à des fins statistiques? Est-ce qu'on va l'utiliser à des fins de prospection? Est-ce qu'on va l'utiliser à des fins de newsletter? Qu'est-ce qu'on va faire de cette information? Donc c'est finalement chaque information, on identifie comme étant une information potentiellement clé, comment elle rentre, comment elle est stockée, comment elle est traitée. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans l'utilisation de ce type de logiciel, c'est derrière les tableaux de bord qu'on peut en ressortir et qui vont nous permettre de mieux piloter notre activité. Dire, ben voilà, c'est dans le cloud, donc on peut y avoir accès à tout moment, c'est simple, c'est d'un usage ergonomique pour le collaborateur et pour moi. Mes clients rentrent chez moi, me donnent un certain nombre de données, qui peut être finalement le temps que j'ai passé pour eux, qui peut être ce que j'ai facturé, qui peut être le moyen dont ils sont rentrés, le contact, le nom, la ville, enfin bref, tout un tas de données. Et comment ces données vont être réutilisées par moi en tant que chef d'entreprise pour pouvoir organiser la croissance de mon entreprise. Donc c'est ça en fait qui va m'intéresser. C'est comme ça qu'on pense un système d'information, sachant que c'est aujourd'hui probablement ce qui est le plus important à mettre en place dans nos cabinets. Donc aujourd'hui, on fonctionne tous avec un système d'information. Soit on le sait et on en tire parti, soit on ne le sait pas et finalement on subit l'information plutôt que d'en tirer les bénéfices. Mais on fonctionne tous avec un système d'information. Il est fini le temps, si vous voulez, où on fonctionnait qu'au papier, où le client rentrait, nous confiait son dossier, et puis on le traite. Tout est traité dans un système d'information. Le nombre de documents qu'on crée chaque jour sur Word fait partie du système d'information. C'est la clé d'un cabinet de service intellectuel, c'est le système d'information. Je fais une petite phrase juste parce qu'il n'y a pas très longtemps, je visitais quand même un cabinet d'avocats où la méthode de facturation reste encore une feuille verte insérée dans un dossier. Et quand ça dépasse 10 cm, c'est le moment de facturer. Ça existe encore. C'est pas mal.
C'est pas mal. Mais peut-être que voilà, que c'est des usages qui sont intéressants. Après, est-ce que c'est des usages qui permettent la croissance? Là, pour le coup, je m'interroge. Mais tout le monde ne cherche pas de la croissance. C'est pas une obligation non plus. On n'est pas obligé d'aller chercher de la croissance. Mais c'est vrai que, en tout cas, ça ne peut pas se démultiplier sur un cabinet qui grandit. Et à partir du moment où on commence à avoir un certain nombre de collaborateurs, on ne peut pas fonctionner comme ça. Sinon, j'aurais eu du mal à facturer ici, depuis Ajaccio, mes dossiers directement. Donc c'est clair qu'on a besoin quand même aujourd'hui d'avoir des systèmes d'information, d'abord qu'on comprend, et qui nous servent à quelque chose. Parce que c'est bizarre, je me dis, bon bah, ok, elle parle de ça, mais finalement, à quoi ça va me servir moi dans mon quotidien? Ça, c'est vous qui allez le savoir. En tout cas, ce dont je peux vous assurer, mais c'est encore un petit peu cher, parce que le soleil, il descend. Le petit rayon à la gauche, magnifique. Merci. Donc, c'est finalement comment est-ce que je vais intégrer ça pour que mon activité change, ou du moins pour que ce soit plus facile, parce que même si je ne veux pas aller chercher de la croissance, je peux changer la forme de mon exercice pour qu'elle soit plus facile à organiser au quotidien. Alors, je l'ai dit à une dernière réunion et je le redis aujourd'hui, c'est pas facile. Enfin, mon cabinet, par exemple, on est 3 associés, on a 15 collaborateurs, on commence à être une structure un petit peu importante. C'est pas facile de mettre en place des nouveaux projets comme ça et de se dire bah, finalement, tiens, on va changer ça, on va mieux utiliser le système d'information ceci, on va faire telle campagne de marketing. Je suis comme vous, j'ai pas le temps. 99% de mon temps est utilisé à traiter les dossiers et puis le pourcent qui reste à essayer de manager. Bien essayer de manager, parce que c'est quand même le truc de culture qui m'est donné de faire au quotidien. Donc comment est-ce qu'on fait? Moi je travaille avec Diapaz, avec l'équipe Diapaz, je me dis à un moment donné, je veux avoir de la visibilité sur la productivité de mes collaborateurs. J'ai besoin d'y voir clair. Donc je sais que les données sont rentrées, puisque mes collaborateurs rentrent tout le temps, etc. Bon, on va se dire, voilà, on va travailler sur ce projet-là pendant 2 semaines, 3 semaines, avec les collaborateurs, avec l'équipe, et on va dire comment est-ce qu'on peut créer un tableau de bord qui va nous permettre de voir clair, qui va nous permettre de changer la façon dont nos collaborateurs travaillent et dont on leur donne du travail, dont on organise le travail à l'intérieur du cabinet. Donc on va se mettre un peu en mode projet, hein, vous aurez droit demain à une explication là-dessus, qu'est-ce que c'est que l'avocat en mode projet. Et vraiment on va se mettre en mode projet, sinon on ne fait rien. Parce que sur le long terme, on n'arrive jamais à implémenter les nouvelles choses dans le cabinet, c'est juste impossible. Et pendant 3 semaines, on va faire que ça, jusqu'à sortir quelque chose de concret et quelque chose qui fonctionne. Là, récemment, on s'est dit on veut changer dans la relation client, par exemple, l'accès aux documents. On veut que tout le monde donne accès aux clients aux documents de telle ou telle manière. Et bien pareil, on va travailler avec les collaborateurs. Pourquoi avec les collaborateurs? Parce qu'il faut voir ce qui est facile à faire. Si c'est pour leur rajouter des couches de travail supplémentaires qui n'a strictement aucun intérêt, qui ne peuvent pas facturer et sur lesquels ils vont faire de la résistance, ça ne sert à rien. Donc on va travailler comme ça, on va essayer de mettre en place de nouveaux usages qui vont nous permettre de tirer profit de notre système d'information. Soit parce qu'on va améliorer les relations clients, soit parce qu'on va facturer mieux, soit parce que les données diverses et variées vont nous servir dans la croissance. Ça peut être sur le marketing, où par exemple là, on a intégré des nouveaux contacts, parce que le cabinet a créé, on en parle un peu avant dans les slides, a mis en place un projet sur lequel il s'est associé, qui s'appelle Jurisdictive, qu'on a mis gratuitement à disposition de l'écosystème startup un certain nombre de documents. On a récupéré énormément d'adresses mail de gens qui ont téléchargé ces documents. Très bien, ça aussi c'est de l'information, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'utilise? Comment on en fait quelque chose d'intelligent qui potentiellement peut nous rapporter des dossiers de qualité? Donc voilà, ça c'est des choses, clairement, dans le quotidien, on ne peut pas l'intégrer. On est obligé de temps en temps de s'arrêter un peu pendant 2-3 semaines de se dire bah, on va utiliser ces données et on va voir comment on peut les utiliser. Mais c'est le cœur du cabinet aujourd'hui, c'est le système d'information. Et les premiers à l'avoir compris, c'est des cabinets qui sont spécialisés en technologie, notamment le cabinet Alain Bensoussan, qui a créé son cabinet autour du système d'information. Évidemment qui aujourd'hui est un peu obsolète parce que il n'a pas forcément évolué avec le temps. Mais c'est vrai,
c'est vrai, c'est un peu obsolète maintenant, mais les collaborateurs, tout le monde s'en plaint de leur système parce que il faut que ça évolue, justement, que ça intègre le cloud, ça intègre le SaaS, etc. Mais c'est vraiment le cœur du cabinet, et c'est ce qui a permis la croissance du cabinet. On arrive à la fin. Nous, pour terminer par rapport à ta dernière phrase, c'est effectivement que ce qu'on essaye de faire, Clarisse vient de le décrire, c'est beaucoup être en échange avec les utilisateurs. Nous, c'est comme ça qu'on a construit Diapaz. Les équipes sont au quotidien en relation avec les utilisateurs de Diapaz pour toujours essayer d'inventer des nouvelles façons de personnaliser l'utilisation de Diapaz à chaque cabinet. Ça nous semble quelque chose de très important et on investit tous les jours dans l'innovation pour faire ça. Est-ce que vous avez éventuellement des questions? La question, moi celle que je me pose par exemple, c'est que j'ai déjà un système de gestion de cabinet, c'est que j'ai déjà un site internet, on a déjà un système extranet, on a déjà beaucoup de choses. On a un système de sécurisation interne, c'est vrai, c'est pas sur le cloud, enfin, on est à 2 serveurs plus un système particulier qui sauvegarde les données, donc on a quand même au niveau, bon, on va pas effectivement l'immeuble qui soit détruit, mais enfin le reste, c'est quand même difficile. Ça me paraît quand même, je dis pas que ça vaut le coup, pas ça, mais enfin quand même quelque chose qui est sérieux. Tout l'investissement qui va avec, et vous arrivez aujourd'hui, vous me dites, mais attendez, vous me donnez 200 € tous les mois, et moi je vous remets quelque chose en place. La question est là, je suis en plein investissement, je dis. Mais je comprends que non mais je pense qu'on est plusieurs comme ça. On n'est pas là, on a quand même évolué, on fait un peu de données, mais enfin, on a quand même essayé de s'intéresser aux choses, c'est ça que je veux dire. Vous avez beaucoup d'avance par rapport à moi, c'est tout à fait évident, si je ne serais pas là. Mais la question est là, quoi. Brutalement, excusez-moi, c'est logique. Elle est brutale, c'est voilà, si vous achetez une voiture, vous la payez, si vous la louez, vous la payez moins cher, enfin vous louez. Oui, mais quand je viens juste d'acheter, que j'ai un crédit qui va courir sur 5 ans et qu'on me dit, attendez, on va tout reprendre, on va changer, on va faire autre chose, parce qu'il y a le système qui a plus à venir. Ah non, je regarde déjà ce que j'ai entre les mains. C'est toujours le moment clé. Ouais. Pardon, le moment clé, c'est de savoir est-ce que vous allez prochainement devoir réinvestir. Non. Bon, non, je vais investir. Donc il n'y a pas de débat finalement. Ça veut dire que votre système est le meilleur système. C'est ça. Qu'est-ce que vous ajoutez par rapport à ça? Vous dites, nous on a le cloud, donc c'est-à-dire que d'autres n'ont pas. Non, la question c'est... Est-ce que ça correspond à votre besoin? Parce que si ça correspond à votre besoin... Oui, mais voilà, c'est question. Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce qu'il y a des choses dans votre organisation que vous ne pouvez pas faire, vous êtes frustré parce que vous n'arrivez pas à... mais ce que je ne peux pas faire, c'est l'évolution que vous donnez aujourd'hui en disant attention, il y a une bascule complète qui se fait dans la profession et il faut renverser la table et repartir un petit peu... voilà. Et ça fait un petit moment qu'on l'entend, enfin, depuis la Convention de Montpellier, en tout cas ce qui était, effectivement, on sait qu'il faut repartir complètement sur autre chose. Vous avez peut-être effectivement des choses à toutes. Alors pourquoi vous avez investi si vous avez entendu la Convention de Montpellier? Pourquoi vous avez investi si vous avez entendu la Convention de Montpellier? Non, je plaisante. Non, la Convention, c'était la table qu'il fallait renverser. Là, il y avait tout ça qui arrivait encore. Mais aujourd'hui, votre investissement, il date d'il y a 1 an, 2 ans? Oui, exactement 1 an. Oui, non, mais ça, c'est bon. De toute façon, c'est l'investissement de 5 ans. Vous n'êtes pas non plus, vous ne serez pas complètement obsolète. Non, enfin, comme je dis tout à l'heure, quand effectivement tout le monde, tous les collaborateurs, tout le cabinet travaille dessus, etc., que ça devient bien performant, c'est à ce moment-là qu'on dit ça y est, vous avez bien utilisé, bon alors commencez. Ben non, mais de nouveau, si vous ne voyez pas... Ben, je pose des questions. Mais vous avez complètement raison. Mais c'est normal. Excusez-moi, je vous pose directement parce que... Mais j'essaie de vous répondre. C'est simplement de dire, aujourd'hui, ça ne me semble pas du tout pertinent, du coup. Sauf, est-ce que vous déterminez dès aujourd'hui qu'il y a un manque du fait de choix que vous avez fait, même s'ils sont il n'y a qu'1 an? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous voudriez entreprendre, que vous ne pouvez pas faire du fait de vos choix? Si ce n'est pas le cas, il faut continuer. Et puis, il faut juste savoir que le moment où va venir, je ne sais pas, peut-être que dans 5 ans, le matériel il sera vieillissant. Quand vous voyez la vitesse à laquelle va l'informatique, 5 ans, c'est déjà énorme. Les éditeurs aussi. Mais tout bouge. Donc après, c'est juste de savoir... Juste me permettre, on est tous un peu pareil avec les clients. Vous, avec la connaissance que vous avez, vous savez où on se place par rapport à tout ce qui peut se faire aujourd'hui. Nous, c'est l'inverse. On est en train d'évoluer et on découvre ce qui peut se faire. Donc vous dites, est-ce qu'il y a des choses plus pertinentes que ce que vous avez? Je viens là, j'apprends des choses. Voilà, je vais aller apprendre d'autres. Oui, je veux dire, on n'est pas à votre niveau, nous on est à l'inverse. Alors, regardez, je vais vous donner un exemple concret, parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est ce que vous voulez faire avec votre système.
Après, vous allez me dire, mais moi je ne sais pas ce que je peux faire parce que je ne sais pas tout ce que je peux faire. Et ça, je l'entends parfaitement, c'est ce que vous dites. Voilà. Bon. Mais il y a des choses quand même assez simples. Vous savez que demain, par exemple, très concrètement, vous aurez besoin de mobilité. Par exemple, vous aurez besoin d'avoir des accès à distance simples pour des collaborateurs qui vont travailler de chez eux pour X, Y raison. Vous aurez plus besoin de mobilité. Vous allez vous dire, est-ce que le système que j'ai fonctionne toujours? Moi, je crois que votre système, de toute façon, comme vous dites, vous avez investi. Il répond à votre demande. Vous devez exploiter au maximum de cette mobilité. Vous verrez bien. Poussez-le dans ces retranchements. Maintenant que vous savez tout ce que vous pourriez potentiellement faire, ben vous allez pousser votre système dans ces retranchements, voir s'il correspond. Et ben voilà, j'ai entendu que le système d'information pouvait faire ça, ça, ça. Est-ce que ce que j'ai pris peut faire ça, ça? Et puis vous allez affiner. Si ça se trouve, vous allez être surpris d'apprendre que le système que vous avez peut faire ça, ça et ça. Je ne sais pas non plus. Il n'y a pas qu'une seule entreprise qui fonctionne. C'est pour ça que je parle directement. Ah, mais vous avez bien raison. Je vais vous donner une illustration d'une de vos confrères. Les autres sont bien aussi. Une de vos confrères qui me disait, et je n'avais pas forcément pensé comme ça, elle m'a dit, je vous remercie, j'ai retrouvé mes soirées. Je dis, ah bon, pourquoi? Bah parce que maintenant, quand je patiente au tribunal, depuis mon iPad, j'ai toujours accès au logiciel. Bon ben ça, peut-être que votre système actuel ne permet pas ça. Peut-être que depuis un iPad, aujourd'hui, dans votre organisation, on ne peut pas y accéder comme ça. Ben, peut-être que vous n'en avez pas le besoin. Mais je vous donne justement une illustration de quelqu'un qui, en passant sur ce système, s'est dit « J'ai changé l'organisation de ma journée, j'ai utilisé des moments que je qualifiais de temps perdu à de la productivité, ce qui m'a relibéré ces choses-là. » Et d'une manière générale, quand on rencontre des cas comme les vôtres, à chaque fois, la façon dont on procède, c'est de venir auditer votre organisation. On audite votre organisation, on essaie de comprendre la façon dont vous travaillez, de rentrer un petit peu dans le détail, de voir ce qu'on peut réutiliser de ce que vous avez déjà, de voir les échéanciers que vous pouvez avoir, par exemple, s'il y a un système, vous êtes engagé jusqu'à tant de temps, ben on regarde, on voit si on ne peut pas déjà commencer par une petite brique en disant ben, remplaçons déjà ça, et ça va déjà vous amener un mieux, et puis on va apprendre à se connaître, et au fur et à mesure, on va pouvoir proposer, parce que j'ai proposé la complétude de l'offre avec les 5 doigts de la main, mais on n'est pas obligé de prendre tout d'un coup, on peut commencer par un premier point. Il y a un sujet, par exemple, qui était important chez nous, c'était la téléphonie. Le fait de pouvoir téléphoner par Internet, abandonner le système de téléphonie traditionnel, entièrement par Internet, et du coup de pouvoir téléphoner de chez soi ou d'un hôtel, ici encore, n'importe où sur la planète, comme si j'étais au cabinet. Et le numéro qui s'affiche chez le client, c'est le numéro du cabinet. Ça, c'était un élément qui était important. On l'avait identifié par rapport à d'autres activités comme étant un élément important. On a un associé qui ne travaille pas au bureau un jour par semaine. On a une organisation interne qui justifiait ce genre d'outil. Le fait de l'avoir a totalement révolutionné notre organisation. Ça, nous avions identifié. Après, c'est vous aussi, dans vos cabinets, vous devez voir ce qui va changer votre productivité. Ce qui va faire vraiment que ça va apporter des évolutions. Mais le système d'information, et je pense que bon, moi je suis utilisateur, donc c'est particulier, ma relation au logiciel, mais je vais en permanence le challenger. Et si à un moment donné ça ne répond pas à ma demande, il le sait, je vais demander des évolutions. Oui, ça je vous confirme. Mais pas qu'un peu. Qui peut confirmer ici? Non, mais c'est clair, je vais absolument le challenger parce que, à un moment donné, je vous donne un exemple. Ça ne fait pas encore, je ne doute pas que ça ne devrait pas tarder à arriver. Nous, on est 3 associés, c'est nous qui facturons. Et donc nos collaborateurs retraitent les dossiers. On fait tout par forfait, parce que c'est notre façon de travailler, et donc tout est devisé en avance. Donc les collaborateurs connaissent le tarif qu'on va appliquer, etc. C'est comme ça, c'est la règle. Ok. En même temps, je dirais que c'est un peu la loi, parce que la loi Macron nous oblige à faire des conventions d'honoraires pour toutes nos prestations. Donc on l'a intégré dans nos process. Bon, ce qu'on aimerait, c'est que le logiciel est un espèce de petit bouton qui permet de dire, ben voilà, ça c'est à facturer, et c'est fini, le boulot est fini, c'est à facturer. Et que le collaborateur puisse cliquer sur ce bouton ou faire quelque chose, une action, qui permette à l'associé tout de suite d'être informé, de ne pas attendre le moment où il va facturer, c'est 15 ou 30 dossiers en même temps, qu'on puisse facturer plus au fil de l'eau. Parce que je peux donc vous dire que plus vite on facture, plus vite on encaisse. Hein. Tout le monde est à peu près au courant de ça. Nous, c'est un élément important. Moi aussi, je l'ai identifié. Le fait d'avoir un système d'information évolué me permet de voir mes délais de paiement. Ça, c'est hyper important, les délais de paiement. Donc, je vois par exemple qu'on a un des associés qui a des délais de paiement à 22 jours et d'autres à 45 jours. J'ai une idée.
Tu fais ça au Toronto. Mais non. Voilà, donc effectivement, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire les délais de paiement et pour aider les uns et les autres à mieux s'organiser. Voilà. Donc c'est vraiment des outils de... c'est ce dont vous avez besoin. Nous, on a identifié ces problématiques sur le plan financier. Qu'est-ce que le système d'information, comment le système d'information peut nous aider, sans que ce soit un travail en plus pour le collaborateur, un travail en plus pour l'associé, etc., etc. Tout ce qu'on peut faire simplement avec un ordinateur, enfin, comment dire, un outil technologique pour le faire à notre place, ben, clairement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, moi, je me suis beaucoup intéressé à ce qui existe chez les notaires, parce que moi, dans ma pratique, on a une clientèle de TPE, PME et beaucoup de droits des sociétés, une partie de notre mission, c'est le droit des sociétés. Et ce que je vois chez eux, c'est d'une part une avance technologique sur la signature électronique par rapport au process que nous offre le CNV. Je pense qu'on est très très derrière. Aujourd'hui, le process du CNV, nous vantait ce matin de nous dire que c'était enfin admis à l'enregistrement chez les notaires. Les clients signent sur une tablette. Ça aussi, Il y a eu zéro, très peu de communication. Ah non, mais ça, je suis d'accord, il n'y a pas de communication, mais théoriquement, ça se fait. Oui. Moi, pour tout vous dire, j'ai même appelé le CNV. Pas facile. Ouais, moi j'ai appelé le CNV pour demander à qui il fallait s'adresser pour se former sur la clé électronique, sur la clé d'avocat en ligne. On m'a dit, mais le CNV, c'est pas à nous de vous dire ce qu'il y a comme formation. C'est pareil. Hein, moi, je l'ai vu au Conseil national des barreaux, mais malheureusement, je n'ai plus les clés de la maison sur ces questions. Communiquer. Je sais. C'est catastrophique. Je sais. Et je sais. C'est fou, hein. Mais bon, qu'est-ce que je vais vous dire? Ça nous suit. Mais sinon, par contre, l'outil fait tout ce que vous dites. On peut signer sur la tablette. Alors, sachez que la signature sur la tablette, c'est un joujou, hein, c'est un gadget. Ah oui, non, on est d'accord. Non, on est d'accord. Par contre, vis-à-vis du client, sauf que par rapport à recevoir un code sur un téléphone. Mais non, mais c'est les deux. Le code sur le téléphone, c'est le juridique. Juridiquement, vous êtes obligé de faire ça. Mais vous pouvez aussi signer sur la tablette. Il y a les deux options. Et juridiquement, la signature sur la tablette ne vaut rien. Oui, mais le problème, c'est que je trouve que là-dessus, il y a eu une très mauvaise communication. Le notaire utilise, hein? Non, le notaire, c'est différent. Le notaire, vous pouvez signer sur la tablette, vous pourriez laisser une petite maison, ce serait pareil, puisque c'est la signature du notaire qui rend l'acte valable. Alors que nous, malheureusement, c'est moi qui ai fabriqué l'acte d'avocat électronique, je peux dire que je le connais bien, puisqu'il est sorti pendant le mandat au CNV. C'est malheureusement, on est soumis à des contraintes différentes, c'est nos clients qui doivent signer les actes, d'où la nécessité d'avoir une signature authentique. Et donc, on a été obligé d'avoir ce code par SMS, mais qui reste une signature dite éphémère, et c'est pour la raison pour laquelle on contre-signe avec une clé pour renforcer la validité juridique de l'acte. C'est nécessairement un acte d'avocat. Absolument, nécessairement un acte d'avocat. Ah oui, on n'a pas aujourd'hui. C'est sûr, moi j'ai des clients, moi je suis dans l'écosystème startup, les clients ne comprennent pas que je ne travaille pas avec des pucelles, hein, donc si vous voulez, c'est pas évident. C'est clair que par rapport aux autres plateformes qui existent, c'est compliqué d'être à la pointe. Hein. C'est surtout que je trouve que l'outil des notaires, au-delà de l'aspect pratique de la signature électronique qu'ils peuvent faire très facilement, c'est qu'eux, ils ont un environnement qui est tout intégré, c'est-à-dire qu'un logiciel de relation d'acte qui se déverse automatiquement dans la partie signature électronique. Et leur mail est aussi synchronisé là-dessus. C'est un outil informatique. Qui n'est pas au bout du jour. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment, moi j'ai récemment signé chez le notaire mon acte d'achat d'un appartement. Je peux vous dire que les deux notaires étaient l'un à côté de l'autre en train de dépatouiller la machine pour qu'on arrive à faire la réunion. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc vous avez l'impression que... Mais moi je peux vous dire que le Genapi, si je ne dis pas de bêtises, qui est le logiciel qu'ils utilisent, ce n'est pas la panacée vécue par le notaire qui était en train de gérer sa situation. Par rapport à ce que nous on est en mesure de proposer, honnêtement, sur ce sujet, je vais me renseigner parce que c'est triste, hein, parce qu'on a quand même voté pour ce truc et ça vaut la peine de l'exploiter. Mais je pense qu'il faut aussi que l'entreprise qui a été choisie, Almeris, soit aussi un peu tête de projet. Donc personnellement, moi si j'étais aux affaires, je ferai en sorte que cette entreprise fasse son job. Une des raisons pour laquelle elle a été choisie, c'est sa capacité justement à mettre en place ce
qu'on appelle des API, c'est-à-dire des applications qui permettent d'interconnecter des logiciels. Et donc justement, l'objectif c'était que ça puisse se mettre en lien avec des logiciels comme Diapad, avec des logiciels comme Cécile, avec des logiciels divers et variés, où il y a la possibilité de travailler directement. Manifestement, il ne se passe rien. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire le passant quand on est mais c'est ça, le souci c'est qu'en plus, je trouve qu'en termes de communication, ouais, je sais. Alors moi par exemple, là on m'invite à Rouen pour faire 3 heures de formation. Le nom de Rouen, je vais avec plaisir. Voilà. Bah, je viens le 29 novembre. Je pense que je serai. Merci à tous, il n'y a pas de